Ouzoulias pour le groupe CRCE. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Les dispositions que nous allons maintenant examiner dans le cadre de l'article 41 sont tirées du rapport commandé par Monsieur Thierry Mandon, secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur du précédent gouvernement, et vous les reprenez quasiment in extenso. Devant l'Assemblée nationale, la ministre chargée de la Recherche a déclaré que cet article était un élément fondamental de ce projet de loi. Néanmoins, depuis vendredi dernier, le contexte politique de l'examen de cet article a radicalement changé. En effet, à l'occasion d'une grande réunion publique organisée pour célébrer les 80 ans du CNRS, le Premier ministre a lancé de façon très solennelle un grand débat national sur la science. Il le souhaite le plus large possible et le plus libre possible et demande aux scientifiques de répondre à 3 questions. Je les énumère. Comment garantir les projets les plus novateurs soient financés au bon niveau? Comment rester compétitif à l'échelle internationale? Et enfin, comment convertir les découvertes scientifiques en innovation? Il fixe un calendrier à cette consultation. Elle devra être achevée avant la fin de ce semestre pour permettre à la ministre de déposer un projet de loi, sans doute à la fin de 2019 ou tout début 2020. Le Premier ministre s'adresse à la communauté scientifique et lui dit, je le cite, « Nous avons besoin du doute et du raisonnement scientifique ». Je pense, chers collègues, en conséquence, qu'il serait de bonne politique de surseoir à la discussion de ces articles pour laisser aux scientifiques la liberté totale de débattre sans restriction de tous les sujets proposés par le Premier ministre, et y compris les articles qui sont amenés devant nous aujourd'hui. Merci Madame la Présidente. Merci, chers collègues. Je donne maintenant la parole à Monsieur Ouzoulias pour défendre l'amendement 642. Oui, je continue. Sans réaction de Monsieur le ministre, je continue l'argumentaire pour vous expliquer en quoi il me semble qu'il serait plus légitime que les discussions que nous avons ici se fassent dans un cadre plus large. Vous le signez dans le rapport, les dispositions de la loi Allègre concernent aujourd'hui moins de 1% des chercheurs. Vous considérez qu'on pourrait augmenter ce pourcentage en modifiant les modalités de ces dispositifs. Ce n'est pas l'avis de la Cour des comptes. Dans un rapport très récent qui a été publié en mars 2018, la Cour des comptes a montré que le seul outil de l'intéressement n'était pas suffisant pour développer les interactions entre recherche et valorisation. Je cite la Cour des comptes, « L'incitation des chercheurs à se préoccuper de la valorisation est un enjeu essentiel. À cette fin, l'État a privilégié l'outil de l'intéressement et l'a rendu de plus en plus favorable au fil du temps. Néanmoins, d'autres outils non financiers pourraient être mis en place pour lever les freins à l'implication des chercheurs publics dans la valorisation, parce que la démarche doit être plus systématique et qu'il convient aujourd'hui d'associer les chercheuses et les chercheurs à cette réflexion globale. C'est l'objet du grand débat national sur la science lancé par le Premier ministre. Je crains donc que les corrections que vous nous proposez d'apporter ne concernent finalement que l'infime proportion, moins de 1%, des chercheurs qui les utilisent déjà et que cela ne permette pas d'inciter d'autres à les rejoindre. Je pense, et je vous le redis, qu'il serait plus sage d'avoir une vision globale sur tous ces problèmes et de rendre la parole maintenant aux chercheurs, comme le Premier ministre s'y est engagé vendredi. Merci. Merci, chers collègues. Avis de la Commission, Madame la rapporteure. Oui, donc la loi Allègre a permis un premier rapprochement entre la recherche et l'innovation, mais le bilan concret reste toutefois assez mitigé. Il apparaît donc opportun, 20 ans après le vote de cette loi, de la réformer afin de permettre à la recherche de soutenir l'innovation, qui est la pierre angulaire de la compétitivité des entreprises. C'est donc un avis défavorable à cet amendement de suppression de l'article. Merci. Avis du gouvernement ? Oui, même avis que la Commission. Moi, je rappelle que cette question n'est pas dans le cadre du grand débat. Donc, je pense qu'on peut avancer sur ce sujet sans attendre les conclusions du grand débat. Il y a 4 chapitres et ce chapitre-là ne figure pas dans les attendus du grand débat. Par ailleurs, je crois que l'intérêt français, c'est de permettre aux chercheurs d'avoir un lien plus étroit avec le monde de l'entreprise.
et que limiter la capacité pour un chercheur de travailler dans une entreprise avec un temps qui est trop réduit, c'est limiter la capacité pour nos entreprises à se développer, à innover et à gagner cette bataille des nouvelles technologies. Et j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises dans cet hémicycle, l'avenir de la France, notre avenir industriel, notre avenir économique, il se jouera dans notre capacité à investir dans ces technologies de rupture. Si nous continuons à séparer et à cloisonner le monde de la recherche et le monde de l'entreprise, notre économie ne réussira pas. Nous avons des concurrents asiatiques, chinois, américains qui permettent aux chercheurs et aux entreprises de travailler main dans la main pour le plus grand bénéfice de ces nations. Je vous propose simplement de faire de même en rehaussant la possibilité pour les chercheurs de passer plus de temps dans une entreprise. Le ministre, Monsieur Ouzoulias, pour explication de vote. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je ne discute pas au fond. Je discute sur la méthode. Le Premier ministre a engagé un grand débat national sur la recherche pour une durée de 6 mois. C'était vendredi. J'y étais au premier rang, je crois avoir bien compris et bien entendu. Et dans les questions qui posent aux chercheurs, il y en a une qui est fondamentale et qui concerne exactement ce dont nous débattons. Je la répète, comment convertir les découvertes scientifiques en innovation ? Je pense qu'il serait de mauvaise politique que votre gouvernement referme maintenant un grand débat qu'il vient d'ouvrir vendredi et qui est fondamental. Je crois qu'il faut laisser sur ces sujets aujourd'hui la parole aux scientifiques sans restreindre déjà la portée du grand débat. Sinon, chers collègues, on peut douter aussi de la sincérité du grand débat national qui porte sur d'autres terres. Peut-être que vous allez nous expliquer que lui aussi, finalement, il y a des termes sur lesquels il ne doit pas porter. Donc je pense que maintenant, il faut laisser la parole. Et ce que je vous demande, chers collègues, c'est aujourd'hui de respecter les chercheurs, respecter la science française et laisser aux chercheurs la possibilité de s'exprimer librement, comme le gouvernement s'y est engagé, pour qu'ils donnent leur avis sur ces problèmes qui sont fondamentaux. Et encore une fois, je ne parle pas au fond. Ce que j'expose ici, c'est un point de vue de méthode. Je pense qu'on doit respecter l'engagement pris par le Premier ministre vendredi vis-à-vis des chercheurs. Merci, Monsieur Ouzoulias. Madame Robert, pour explication de vote. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je pense qu'effectivement, il s'est passé un moment important en fin de semaine dernière qui a été cette annonce du Premier ministre en présence de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour lancer une concertation, et je crois que nous ne pouvons que nous en féliciter, avec le monde scientifique et singulièrement des chercheurs sur un certain nombre de questions, mais notre collègue l'a rappelé. Alors c'est vrai que ça n'est pas sur le fond, et la question de l'entreprise et de la recherche est une vraie question. Et aujourd'hui, faciliter ce rapprochement, trouver des leviers beaucoup plus efficients entre l'entreprise et les chercheurs me semble vraiment être dans la bonne voie. Je crois que ça n'est pas une question sur le fond, mais c'est vrai que ces amendements arrivent à un moment où on pourrait refermer le débat qui a été ouvert en fin de semaine dernière par le Premier ministre sur la question de la recherche et singulièrement du monde de l'entreprise. Et du coup, peut-être un moment parasiter aussi les différents débats et la concertation qui va avoir lieu. Donc je pense qu'il serait plus sage, effectivement, de pouvoir remettre à ce grand débat toutes ces questions et laisser aux chercheurs et à l'ensemble des partenaires qui vont être rassemblés autour de ces questions le soin de pouvoir justement trouver les meilleurs outils et les meilleurs leviers pour que, entre autres, entre le monde de l'entreprise, le monde de l'économie et les chercheurs, ce soit bien sûr facilité. Merci Madame Robert. Je vais maintenant mettre aux voix l'amendement 642 qui est un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement n'est pas adopté. Amendement 643. Il est présenté par Monsieur Ouzoulias, toujours. Je suis un peu opiniâtre, Madame la Présidente, je suis désolé. Dans son rapport, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a reconnu, je la cite, que les mesures créées, en parlant de ce que nous votons aujourd'hui, les mesures créent davantage de situations dans lesquelles les chercheurs partagent leur temps entre l'entreprise privée et leur fonction publique, augmentant ainsi le risque de conflit d'intérêts.
L'article L531-3 du Code de la recherche rendait en effet obligatoire l'avis de la commission de déontologie instituée par la loi de 83. Vous avez décidé, monsieur le ministre, d'abroger cet article et de remplacer cet avis obligatoire par une information facultative. Le statut de la fonction publique impose aux fonctionnaires des droits et des devoirs. Ces devoirs sont essentiels et permettent à l'État de disposer des compétences et du travail de ses fonctionnaires pour mener à bien ses missions au service de l'intérêt général sous le contrôle du Parlement. Dans le cadre d'une mission de l'OPEX, mon estimé collègue Pierre Médevieille et votre serviteur pour le Sénat avons rencontré la direction de l'Autorité européenne de sécurité des aliments à Parme. Elle nous a expliqué qu'à la suite des crises que vous connaissez, glyphosate, etc., elle avait été obligée d'écarter de son panel presque la moitié des scientifiques qui travaillaient pour l'agence en raison de leur conflit d'intérêts. Elle demandait donc aux États membres, et notamment à la France, de veiller à maintenir un corps de scientifiques qui en soit totalement préservé. C'est une nécessité absolue pour conserver la crédibilité scientifique et politique des avis rendus par cette agence. L'État, en tant que tel, et non ces établissements, doit donc veiller par le biais d'une commission de déontologie à disposer d'une expertise scientifique totalement indépendante. Et c'est pour ça que nous proposons par cet amendement de rétablir ces prérogatives. Merci. Merci, cher collègue. Avis de la commission, madame la rapporteure. Oui, je voudrais rappeler à nos collègues que les organismes de recherche gardent toujours la possibilité de saisir la commission de déontologie s'ils estiment qu'ils ne sont pas en mesure d'apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d'intérêts. Et je précise d'ailleurs que sur les 1571 dossiers exactement soumis à la commission de déontologie entre 2000 et 2015, 1426 ont reçu un avis favorable, c'est-à-dire 91% des cas. Donc, il semble important de faire confiance aux organismes de recherche qui connaissent bien les travaux de recherche de leurs chercheurs, qui connaissent bien les entreprises avec lesquelles ils passent des contrats et par conséquent qui peuvent juger au plus près du terrain s'il y a risque de conflit d'intérêts ou non. J'ai donc donné un avis défavorable sur cet amendement. Merci, madame la rapporteure. Monsieur le ministre, avis du gouvernement ? Même avis. Même avis. Monsieur Ouzoulia pour explication de vote. Oui, je suis désolé, mais la pratique m'amène à ne pas confondre l'intérêt des établissements publics et celui de l'État, que je considère comme supérieur. Si vous considérez que les avis de la commission de déontologie sont systématiquement favorables, je ne vois pas pourquoi ils constitueraient un frein au déplacement et à la mobilité des chercheurs. Au contraire, je pense qu'aujourd'hui, c'est un pare-feu essentiel pour l'État afin d'éviter les conflits d'intérêts tels qu'on l'a vu sur différents dossiers. Merci. Je mets maintenant aux voix l'amendement 643, avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? L'amendement n'est pas adopté. Je passe à l'amendement 86 rectifié. Il est présenté par Monsieur Adnot. Merci Madame la Présidente. Comme vous le savez peut-être, chers collègues, je suis à la Commission des Finances, rapporteur du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, et j'ai fait des rapports sur la valorisation de la recherche, sur le financement de la maturation, sur les organismes de valorisation de la recherche que sont les SAT, et j'ai animé ici pendant 15 ans une manifestation qui s'appelait Tremplin Entreprise et qui nous permettait de présenter des startups devant la communauté des financeurs. Et donc c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Nous avons aujourd'hui un problème. Les chercheurs sont plafonnés à 20% pour leur participation au niveau des droits de vote et en capital. Et c'est un sujet qui est difficile parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau financement dans la start-up, ça dilue la part du chercheur. Et mon amendement a donc pour objet de proposer le rehaussement à 32% de manière à ce qu'on puisse continuer d'intéresser fortement les chercheurs dans le cadre de ces start-up. Si Monsieur Adnot, avis de la Commission, Madame la rapporteure. Donc, sur cette question de plafonnement que demande notre collègue Philippe Adnot, je vais demander l'avis du gouvernement. Alors, Monsieur le Ministre, quel est l'avis du gouvernement ?
Je comprends parfaitement le raisonnement du sénateur, qui est de permettre à un chercheur de participer plus activement à la gouvernance d'une société. Je rappelle néanmoins que cette participation d'un agent public, puisque c'est un chercheur public, au capital social d'entreprise est dérogatoire du droit commun. Qu'à l'origine, on avait fixé un plafond à 5%. Ce plafond est rehaussé à 20%. Moi, ça me paraît un chiffre raisonnable, 20%. 32%, ça me paraît un chiffre élevé. Donc, je vais m'en remettre à la sagesse du Sénat. Merci, monsieur le ministre. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 86 rectifié, qui a une sagesse du gouvernement et je pense donc de la commission qui suit le même avis. Et donc maintenant, nous allons voter cet amendement qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. L'amendement 86 rectifié est adopté. Amendement 833 rectifié présenté par Monsieur Gabouty. Oui, merci Madame la Présidente. C'est un petit peu le problème de même nature que le précédent amendement, dans la mesure où le principe de détention de capital et de fonction au sein des organes de direction du chercheur sont admis. La limitation à 49% est relativement théorique, puisqu'elle peut être aisément contournée pour arriver à 50% ou 51%, par exemple avec la détention d'actions complémentaires par des membres de la famille, d'amis ou d'autres personnes de confiance. C'est pourquoi il est proposé de supprimer cette limite dans un souci de simplification. Merci Monsieur Gabouty. Avis de la commission. Oui, en effet, la loi fixe une limite à la détention du capital de l'entreprise nouvellement créée par le chercheur ou dans laquelle il a réalisé un concours scientifique, mais cela indique aussi qu'il renonce à son implication dans l'entreprise. Alors dès lors, cette limitation à 49% a justement pour but d'éviter qu'il ne soit pas en position d'actionnaire majoritaire, ce qui pourrait dans les faits l'amener en quelque sorte à diriger la société et être source de conflit avec les dirigeants eux-mêmes de la société. C'est donc un avis défavorable. Merci Madame la rapporteure. Monsieur le ministre. Oui, je m'en suis remis à la sagesse du Sénat sur l'amendement précédent, parce que je crois qu'on peut parfaitement envisager que le chercheur ait une participation plus importante dans l'entreprise. En revanche, sur cet amendement, c'est un avis clairement défavorable, parce que ça pose un vrai problème de principe. Que le chercheur a investi dans l'entreprise, il y a participé, tant mieux, je pense que c'est très bon pour le pays. Ensuite, il revient dans la fonction publique. Et avec cet amendement, vous permettriez à un chercheur qui est revenu dans la fonction publique d'être actionnaire majoritaire d'une entreprise privée. Donc là, je pense que c'est tout à fait déraisonnable. Après, si le chercheur veut absolument maintenir sa participation majoritaire dans l'entreprise dans laquelle il a investi, il peut se mettre en position de disponibilité. Donc il a toute latitude de se mettre dans une autre position. Mais lui laisser la possibilité d'être fonctionnaire public et en même temps actionnaire majoritaire de cette entreprise, ça nous expose à des conflits d'intérêts évidents. Merci Monsieur le ministre. Je vais mettre aux voix l'amendement 800. Ah, Monsieur Gabouty. Ce n'est pas un jugement sur le fond, sur l'opportunité, c'est sur le côté théorique de la limitation, dans la mesure où, effectivement, à moins de réglementer, comme dans d'autres activités, je pense à des activités parlementaires, à moins de réglementer, je dirais, l'impossibilité pour des membres de la famille, jusqu'à quel degré, d'être également coactionnaires ou d'amis proches, on est dans la théorie, si vous voulez, c'est très facilement contournable. Donc vous maintenez votre amendement, hein? Vous maintenez votre amendement. Donc je mets aux voix le 833 rectifié, avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement 833 rectifié n'est pas adopté. Le 85 rectifié, présenté par Monsieur Adnot. Merci Madame la Présidente. On le sait tous, actuellement, tout est une question de rapidité. Quand on a une bonne idée, quand on a un brevet, l'essentiel c'est d'aller très vite pour obtenir un certain nombre de réponses. Et donc cet amendement a pour but de limiter les délais de manière à être le plus efficace possible. Merci Monsieur Adnot. Avis de la Commission, Madame la rapporteure.
Oui, je comprends tout à fait le souci de notre collègue de raccourcir les délais administratifs pour encourager l'innovation, et j'y souscris. Mais dans le cas de dossiers complexes, une instruction plus détaillée est nécessaire, notamment pour analyser la brevetabilité de l'invention, qui nécessite un délai supérieur à 1 mois. Par ailleurs, le présent amendement souhaite imposer un délai qui serait incompatible avec le droit de préemption des copropriétaires de l'invention. Et puis enfin, l'introduction de ce type de contrainte dans la loi risque de fragiliser une valorisation efficace des titres de propriété intellectuelle qui sont plus complexes. Donc c'est une demande de retrait, sinon défavorable. Merci Madame la rapporteure. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Oui, même avis, je crois que c'est un vrai sujet et un vrai problème, mais ce n'est pas la bonne réponse. Donc nous allons travailler actuellement à cette accélération des délais. Il y aura d'autres propositions qui seront faites et sur lesquelles nous pourrons travailler avec le sénateur. Donc c'est une proposition de retrait. Merci Monsieur le ministre. Monsieur Adnot, vous retirez votre amendement ? Pour faire cet amendement et un prochain qui va suivre, je me suis appuyé sur un rapport commandé par le gouvernement et qui a été travaillé notamment par M. Jacques Lewiner, qui est un des chercheurs les plus pertinents en France et le plus grand créateur de start-up et de brevets à titre privé. C'est un rapport sur les aides à l'innovation et ça fait partie des suggestions qui ont été remises au gouvernement. Alors, j'ai bien entendu, Monsieur le ministre, et si effectivement on peut continuer à travailler pour améliorer les délais, je veux bien retirer mon amendement. Merci Monsieur Adnot. Et donc l'amendement 85 rectifié est retiré. Nous passons à l'examen de 2 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Tout d'abord, le 898 rectifié présenté par Monsieur Mézard. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, notre amendement a pour objet d'étendre le champ d'action du mandataire unique à d'autres actifs de propriété intellectuelle que les inventions. En effet, les établissements publics de recherche qui sont concernés peuvent valoriser d'autres résultats de recherche que les inventions, comme par exemple un logiciel, une obtention végétale ou un savoir-faire. La conclusion d'un règlement de copropriété qui réglera notamment la répartition des droits de copropriété est donc nécessaire pour procéder au dépôt et à la valorisation des résultats de la recherche. C'est une information qui doit être portée à la connaissance du mandataire unique pour mener à bien ses missions dans des délais compatibles avec la valorisation des inventions, bien évidemment, et leur exploitation par des industriels. Nous sommes donc dans du concret. L'amendement que nous présentons propose que les dispositions qui seront prévues par voie réglementaire vaudront règlement de copropriété au sens de l'article L. 613-32 du Code de la propriété intellectuelle, afin de permettre de déroger au régime de copropriété des brevets prévu par l'article L. 613-29 du même code, qui, lui, ne permet pas une valorisation efficace des brevets issus de la recherche publique. Ces dispositions, bien évidemment, pourront être complétées par convention. Merci Monsieur Mézard. Maintenant la parole... Ah oui, d'abord le 2e amendement. 84 rectifié. Et c'est Monsieur Adnot qui le présente. Oui, Madame la Présidente, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, donc c'est un amendement qui demande également à restreindre les délais. J'ai donc bien entendu la réponse du ministre précédemment. S'il est toujours dans le même esprit pour qu'on retravaille sur le sujet, je le présente et je le retire. D'accord, très bien. Donc il est présenté et retiré, Monsieur Adnot. Donc avis sur le premier des 2 amendements en discussion commune, Madame la rapporteure. Oui, alors j'approuve le principe que le champ d'action du mandataire unique soit étendu à d'autres actifs de propriété intellectuelle que les inventions. Toutefois, je n'ai pas vraiment eu le temps d'expertiser le sujet et surtout de rencontrer les organismes de recherche. Je vais donc demander l'avis du gouvernement sur votre amendement. Donc avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Oui, c'est un avis très favorable, Monsieur le sénateur Mézard, puisque ça permettra, toujours dans la même logique, d'accélérer cette valorisation des technologies. Je pense que l'extension du champ du mandataire unique répond à cet objectif qui est aussi celui de la loi. Merci, Monsieur le ministre. Donc, je vais mettre aux voix l'amendement 898 rectifié, qui a un avis favorable du gouvernement. La commission suit l'avis du gouvernement.
Et donc, il est favorable. Favorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement 898 rectifié est donc adopté. Je mets maintenant en discussion l'amendement 645 présenté par Monsieur Ouzoulias. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Notre amendement vise à revenir sur l'amendement adopté en commission, numéro 358 par Madame la rapporteure. Et cet amendement ajoute aux critères objectifs de l'évaluation définis par le Code de la recherche, qui sont aujourd'hui limités, je cite, aux contributions au développement de la culture scientifique et aux actions en faveur de la participation du public à la prospection, à la collecte de données et au progrès de la connaissance scientifique. Et la rapporteure ajoute aux contributions au développement de l'innovation. Cette innovation est comprise, et on le comprend bien dans l'objet de l'amendement, uniquement dans le cadre d'opérations industrielles et commerciales. Cette acception du terme est très restrictive, trop restrictive à notre goût. En latin, le mot innovatio désigne le changement, le renouvellement, mais aussi politique et philosophique. De plus en plus nombreux sont mes collègues qui viennent exposer devant nos commissions leurs recherches sur des dossiers que nous traitons, et je m'en réjouis vivement, car nous avons collectivement beaucoup à apprendre de leur expertise. Parfois, les échanges que nous avons avec eux constituent de véritables innovations parce qu'elles changent notre façon d'appréhender le monde. J'aimerais aussi que cet apport fondamental, plutôt d'ordre philosophique, politique, culturel, soit aussi reconnu dans leur carrière, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Enfin, cum grano salis, je ne suis pas opposé à ce que les relations entre les chercheurs et le monde qui les entoure soient encouragées. Les dérogations consenties à leur statut sont peut-être nécessaires. J'aimerais comprendre alors pourquoi, quand il s'agit d'un parlementaire, il est indispensable d'établir une paroi totalement étanche entre sa carrière scientifique et son mandat. Je suis chercheur au CNRS et mis en disponibilité pour la durée de mon mandat. Donc, quand vous faites une mobilité vers le privé, ça ne pose pas de problème, mais quand vous faites une mobilité vers le Sénat, c'est absolument impossible et votre carrière subit un préjudice. Alors bon, pourquoi cet hémicycle serait frappé d'indignité? J'aimerais bien avoir une explication. Si, chers collègues. Eh bien, maintenant, la parole à Madame la rapporteure pour avis de la Commission. Alors, je comprends tout à fait vos préoccupations concernant les chercheurs en sciences humaines et sociales, mais je voudrais vous indiquer que le Code de la recherche rappelle, et je cite, que les activités de recherche financées en tout ou partie sur fonds publics, réalisées par des opérateurs publics ou privés, sont évaluées sur la base de critères objectifs adaptés à chacune d'entre elles et s'inspirant des meilleures pratiques internationales. Il est donc déjà précisé dans la loi que les critères d'évaluation sont adaptés en fonction des disciplines. C'est donc un avis défavorable. Merci. Madame la rapporteure, Monsieur le Ministre, même avis. Même avis. Très bien. Monsieur Ouzoulias veut préciser son explication de vote. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Vous voyez bien que là, nous sommes en porte-à-faux par rapport à cette discussion. Elle mériterait d'être présentée dans le cadre qu'a offert le Premier ministre aux chercheurs, parce que, comme vous le dites très justement, Madame, aujourd'hui, l'évaluation de chercheurs se fait en fonction de codes internationaux, mais qui ne sont pas du tout ceux que vous réclamez, qui sont aujourd'hui ceux de la bibliométrie, du rang de vos revues, des choses qui sont politiquement, en fonction de ce que nous portons ici, être l'intérêt général, tout à fait condamnable. Donc je crois qu'en effet, il faudrait remettre à plat avec les chercheurs, avec les scientifiques, tout le système d'évaluation. Et dans ces cas-là, je pense que dans ce cadre-là, on pourrait en effet réfléchir à une meilleure implication des chercheurs.
dans l'activité parlementaire de notre pays, je pense que c'est important, mais aussi dans les entreprises et les établissements privés. Donc encore une fois, Monsieur le Ministre, je pense que là, notre discussion, elle est malheureusement faible et trop ponctuelle. Il faudrait arrêter ici l'examen de cet article pour reporter la totalité de la discussion sur ces points qui sont fondamentaux dans le grand débat que le Premier ministre va engager, qui va durer 6 mois. Si. Donc, je mets maintenant aux voix l'amendement 645, avis défavorable de la commission et du gouvernement, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. L'amendement n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 41, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient.